Non, remonter aux sources et aux origines de ça, je ne saurais même pas le dire. J'ai mon avis sur la question, mais lisez plutôt des gens qui ont vraiment travaillé sur le sujet pour le coup, et c'est hors de mon champ de compétences, cette histoire quelque part, histoire du technosolutionnisme. Donc je préfère pas m'improviser une réponse qui serait un petit peu à côté de la plaque peut-être. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement aujourd'hui il y a des très très bonnes raisons pour lesquelles on a ce technosolutionnisme. Évidemment, il est totalement à côté de la plaque, mais il y a des bonnes raisons. On peut comprendre pourquoi ça plaît tant. Et puis accessoirement, au-delà des appareils eux-mêmes et de ce qu'ils permettent, il y a cette idée de nous-mêmes dont on est très friand. On aime cette idée qu'on est brillant, qu'on est géniaux, qu'on est formidable et qu'on va s'en sortir. Voilà, on aime cette idée. On va tomber de haut, mais on aime bien. Et le fait est qu'aujourd'hui, juste pour rebondir à la question précédente plutôt, comment on fait pour lutter contre ou pour déconstruire ça? On peut pas. On peut jusqu'à un certain point. On peut projeter d'autres façons de faire. Et typiquement, justement, les low-tech ont ce potentiel-là qu'on va peut-être un peu développer. Mais globalement, au-delà de proposer une alternative, et il y a certaines personnes qui vont s'en emparer, certaines collectivités, communautés, etc. Et demain, espérons-le, ça fera tache d'huile, ça grossira un petit peu. Pour autant, c'est pas parce qu'on développe les low-tech que l'on déconstruit la high-tech. Et la high-tech continue d'exister, elle continuera d'exister jusqu'à temps qu'elle ne puisse plus. Voilà. Et le truc, c'est qu'effectivement, elle ne pourra plus. Bientôt, quand je dis bientôt, est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà. Plus de 20 ans, moi ça m'étonnerait, mais le truc est que la technologie et tout ce qui va avec dépend d'une macro-technostructure qui, pour fonctionner, est extrêmement complexe, et beaucoup de spécialisation extrêmement poussée. Et tout ça, pour fonctionner, requiert énormément d'énergie. Et d'énergie bon marché, parce que sinon ça ne marche pas. Bon, ben, comme on va sortir de l'ère du pétrole, du gaz et plus globalement de l'énergie bon marché, cette technostructure ne va pas pouvoir perdurer. Alors on peut toujours tirer d'énormes plans sur d'énormes comètes, sur l'IA et toutes les promesses de technologiques, etc. Oui, ça va encore aller jusqu'à un certain point, puis, à mon sens, ça va arrêter. Le délire va s'arrêter de lui-même. Bon, à côté de ça, si on n'a pas de plan B, on est dans la merde. Et low-tech, ça peut être un plan B. Voilà. Pour en revenir un peu à la jeunesse du film, Adrien, donc toi tu avais réalisé un film auparavant qui s'appelle L'éveil de la permaculture. Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser au low-tech? Est-ce que c'est un sujet que tu avais déjà creusé avant et puis après à rejoindre Arthur? Et Arthur, comment est-ce que toi tu as découvert le projet? Et qu'est-ce que ça t'a inspiré en fait? Donc, question de temps. Ouais, alors il y a différents processus. Le premier film que j'ai donc réalisé sur la permaculture, qui est sorti en 2017, j'étais en tournage en 2014-2015 dans des lieux où on formait à la permaculture, ou des fermes qui étaient articulées autour du concept de permaculture. Et en fait, il se trouve qu'à la fois dans les cours et dans les lieux que je traversais, on parlait déjà de low-tech. On parlait d'Ivan Illich, on parlait des technologies conviviales. C'était surtout cet ouvrage-là qui était mis en avant, parce qu'il est aussi très populaire en fait dans les milieux alternatifs. Et on se rend compte que... je me suis rendu compte déjà, j'ai découvert en gros la systémique et l'idée que le concept de permaculture, puisqu'il s'intéresse aux interactions entre les éléments du vivant, finissent par reconsidérer l'ensemble des connexions entre les sociétés humaines et puis ce qui les environne, c'est-à-dire l'univers matériel et l'univers du vivant, je disais. Et à côté de ça, il y avait donc ces systèmes techniques que je voyais un petit peu de ci, de là dans les lieux. J'ai vu donc des éoliennes pigotes, des rocket stoves, des poêles de masse. Donc en fait, il y avait déjà des petits des indices de ce concept de low-tech. Et une fois que j'ai clôturé et terminé le premier film, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie de poursuivre forcément dans ce canal là qui était tout tracé de la permaculture et du tome 2, parce qu'il y avait beaucoup de demandes aussi autour d'exemples qui étaient peut-être plus concrets et plus aboutis. Et comme tous ces mouvements-là évoluent très vite, il y avait à nouveau possibilité de documenter et d'actualiser. J'ai découvert, j'ai bien cerné le sujet grâce au travail du Low-Tech Lab, cette association qui est basée à Concarneau en Bretagne et qui notamment a développé cette action autour de la tiny house, là, le petit habitat low-tech. Et ils ne font pas que ça, ils ont 4 ou 5 grandes missions qu'ils ont élaborées depuis. Et donc j'ai découvert ce concept-là, je me suis dit, elle est là la suite logique, c'est-à-dire un autre concept extrêmement systémique et qui est surtout parfaitement complémentaire dans une stratégie de décroissance. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un outil qui nous permet de nous reconnecter au vivant, et de l'autre côté, il y a un outil qui nous permet de nous reconnecter à la matière
est finalement un outil qui nous permet, lui, de se connecter avec le vivant. Donc il y a une interpénétration, des connexions très fortes entre ces deux approches. Et d'ailleurs, certains théoriciens disent voilà, ça fait partie des outils, des leviers d'action possibles pour rentrer en transition, avec aussi les villes en transition. On est là dans des logiques plus macro, où justement ces concepts-là viennent s'articuler autour de changements culturels, sociétaux, économiques, politiques et écologiques, évidemment. Donc voilà, il y a ce lien-là que j'ai vu entre les deux approches. Et c'est ça qui m'a donné goût aussi au low-tech, à la low-tech. Et évidemment aussi peut-être le point d'entrée, c'était les discours de Philippe Biwix, le bouquin de Philippe Biwix, et puis Arthur Keller aussi, qui arrivent à bien nous donner une dimension assez globale de ce que peuvent représenter ces images. Ouais, alors en ce qui me concerne, j'ai commencé à faire de la low-tech ou des low-tech sans le savoir. Et depuis les années 2000, je travaillais sur des concepts en fait d'innovation, ou en tout cas j'essaie d'imaginer quels pourraient être les nouveaux cahiers des charges, les nouveaux principes en fait structurants pour les nouveaux cahiers des charges pour l'innovation. Et parce que moi je suis ingénieur de formation et j'ai fait de l'innovation et j'étais dans ce milieu-là et j'ai fini par comprendre, c'est la systémique qui m'a sauvé, la dynamique des systèmes. J'ai fini par comprendre que ça bouclait pas, que ça pourrait pas boucler, que ça marchait pas. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi, en décalant le point de vue. Et en fait, finalement, j'ai compris qu'il fallait changer totalement d'angle, passons. Et je me suis dit, en fait, les cahiers des charges de l'innovation qu'on a, ils n'iront jamais. Ce sont des choses qui nous permettent uniquement de résoudre des problèmes techniques par des solutions techniques, sauf qu'on est face à un problème systémique et qu'on ne soigne pas un problème systémique par une addition de solutions techniques. Ça ne boucle jamais. Donc, j'ai bien compris que nous n'avions pas les bons outils pour nous attaquer au problème fondamental. À partir de là, donc, j'ai commencé à développer des cahiers des charges, mais dans les grandes lignes, des nouveaux principes, en fait, des nouveaux principes d'innovation. Et puis, il y a eu Philippe Biwix qui a sorti son bouquin. À ce moment-là, pour la première fois, j'ai fait un peu de titre en disant, tiens, quand même, c'est proche comme démarche et comme approche. Lui, il avait carrément écrit un livre dessus, ce n'était pas mon cas, il était allé un peu plus loin. Voilà. Ensuite, moi, j'ai été chez Nouvelle Donne en 2015-2016 et j'ai été le coordinateur national de la commission environnement. Et dans ce cadre-là, j'ai instigé et supervisé l'écriture d'un programme de transition écologique pour la France. Et à l'intérieur de ça, il y avait tout un passage sur l'innovation où il y avait les fondamentaux sur lesquels j'avais bossé. Et peu de temps après, la Fabrique écologique, qui est un think tank, on va dire, a mis en place un groupe de travail. Alors, ils ont demandé à Philippe Biwix, puisque c'était lui le référent sur ces sujets, sur le sujet de low-tech. Donc, une note de travail sur l'innovation low-tech. Et Philippe a constitué un groupe de travail, il m'a sollicité, j'ai proposé mon cahier des charges, il m'a dit c'est super ça, on est reparti de ça, on a encore creusé un petit peu. Je vous encourage aujourd'hui vivement à lire cette note, elle fait 30 pages, je crois. Elle est trouvable facilement et gratuitement, de la Fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. Vous verrez ce que c'est et ce que ça n'est pas. Vous verrez notamment que ça n'a rien à voir, enfin si, il y a quelques liens, quelques points communs, mais globalement c'est une démarche différente de celle qu'on appelle l'innovation frugale, contrairement à ce que certains soutiennent. Voilà, bon, mais passons. Et donc voilà, moi comment j'y suis venu de proche en proche. Finalement, je faisais des low-tech sans le savoir. Philippe m'a permis d'enrichir ma vision, mais moi aussi j'ai apporté quelque chose personnel à la chose. Plus dernièrement, j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Emilien Bournigal, que tu connais, qui est super sympa et qui a créé un truc qui s'appelle Low-Tech Nation. Et ensemble, on a travaillé sur une infographie des low-tech. Ce n'est qu'une infographie, mais derrière, il y a quand même beaucoup de travail pour essayer de voir quels sont les enjeux, quel est le potentiel des low-tech. Voilà. Et aujourd'hui, je finirai là-dessus, sur la réponse. Aujourd'hui, il y a quand même, selon moi, deux approches des low-tech différentes. Une approche qui est quand même celle, surtout qu'on voit dans ton film, qui est une approche ingénieur ou alors bricoleur plus. Et quand je dis bricoleur, c'est pas péjoratif, hein, mais ça peut être des bricoleurs de génie, mais bricoleur plus. Et il y a des trucs absolument géniaux là-dedans, et on peut s'en inspirer, c'est super. Mais là où j'ai un problème, c'est que pour l'instant, cette vision-là des low-tech, selon moi, est une vision qui ne risque pas de plaire aux grands dirigeants, aux grands investisseurs, aux grands industriels, parce qu'ils risquent de voir ça comme du bricolage plus. Et donc c'est bien pour des transitionneurs, c'est bien pour des survivalos dans quelque chose, c'est bien pour les villages en Afrique,
Eux, pas la France. Soyons sérieux. Bon, eh bien c'est faux. C'est faux et ça c'est con, parce qu'en réalité, il y a aussi toute une dimension potentielle, parce que c'est à développer. Il y a une dimension vraiment forte sur les low-tech, que tu sais aussi, hein, qui est cette dimension, justement, et vous la retrouverez si vous voulez aller voir l'infographie ou regarder l'article Wikipédia consacré au low-tech, vous trouverez l'infographie en question. C'est un cercle rouge vert bleu. Bref, il y a un potentiel des low-tech pour proposer d'autres cahiers des charges de l'innovation, voilà, la boucle est bouclée, et c'est un véritable enjeu de recherche et développement, c'est un véritable enjeu industriel que de développer aujourd'hui tout un tas de choses, pas simplement des objets, des systèmes, qui soient à la fois capables de nous permettre de nous remettre en conformité avec les limites physiques, hein, énergétiques, matérielles, écologiques, et de cette planète sur laquelle nous vivons. Donc ça, c'est la partie soutenabilité. Il y a une dimension de résilience face aux chocs qui arrivent et comment effectivement on se réapproprie les outils, comment on redevient maître de son destin, etc. et un certain nombre d'autres choses. Donc ce sont des notions qui rentrent, on va dire, globalement dans la résilience. Il faut bien comprendre que la partie soutenabilité au sens écologique du terme et la partie résilience, ce sont deux choses différentes. Souvent les gens pensent que l'un égale l'autre. Ce n'est pas vrai, il y a souvent des arbitrages à faire entre les deux. Et la troisième dimension est une dimension plus culturelle, sociétale. Voilà. Et les low-tech ont ce potentiel de nous permettre vraiment d'aborder les trois en même temps. Il serait temps que tous les ingénieurs, mais pas que, les designers, les gens qui bossent sur des questions pour réinventer tout un tas de choses, ça serait bien qu'ils s'emparent de ces sujets, les écoles d'ingénieurs, les industriels, etc. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a quand même une vision très dégradée et et une posture quand même un petit peu hautaine, j'ai l'impression, même si ça évolue. Hein. Tu disais, c'est un cercle où ça évolue, mais quand même, globalement, on regarde les low-tech un petit peu de haut encore lorsqu'on est quelqu'un de sérieux, ou quelqu'un d'important. Et ça, c'est bien dommage. Et justement, dans le film, tu dis que beaucoup de gens pensent que low-tech, c'est no-tech. Et est-ce que du coup, la low-tech souffre d'une incompréhension en fait plein de gens, en fait, ne savent pas vraiment de quoi il s'agit et pensent juste que c'est de dire, en fait, j'utilise moins les outils high-tech que j'ai, en fait, et ils pensent que la low-tech, c'est ça. La Gazelle, c'est low-tech. C'est pas no-tech. Il y a quand même des puces électroniques dans cette bagnole. D'accord ? Mais c'est une bagnole qui, globalement, est plutôt low-tech. Alors, il pourrait aller encore plus loin dans le délire. Hein. On pourrait avoir des plans open source partagés gratuitement. On n'en est pas encore là, et on peut comprendre. Mais malgré tout, le business, la façon dont il a conçu, et notamment les petits ateliers délocalisables, ça, c'est quand même une super approche. Donc, on est quand même vraiment bien déjà dans la low-tech, même si ça ne coche pas l'intégralité des cases. Et c'est pas du tout no-tech. Voilà, effectivement.